Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer la conférence. On est ensemble pendant 30 minutes et on va parler d'un sujet qui vous intéresse à mon avis tous, qui est comment proposer la meilleure expérience de marque sur toute la partie du parcours client, mais surtout à toutes les étapes du parcours client. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui maintenant, le parcours client a beaucoup évolué et il est très difficile pour une marque d'être présent sur tous ces points de contact digitaux divers et variés. Je me présente, je m'appelle Jimmy Barins, je suis le SVP sur la partie avant-vente technique. Et bien sûr, c'est votre session, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on doit tenir dans 30 minutes, donc j'essaie de répondre le plus rapidement possible. S'il y a encore des questions à la fin, on peut se voir bien évidemment à la pause, il n'y a pas de problème. Alors, on est directement dans le vif du sujet. L'expérience de marque ultime, quel levier d'activation pour une expérience de recherche riche et homogène tout au long du parcours client. Alors, c'est une belle promesse. On va voir un petit peu comment on peut réaliser ça. Alors vous avez déjà sûrement vu ce genre de slide où on voit un exemple de parcours client entre l'intention primaire, je dirais, de recherche et d'achat éventuel et puis la décision à la fin. On voit qu'aujourd'hui, c'est une succession de questions-réponses. Quel que soit le point de contact digital qu'on va utiliser, on va poser une question, on attend une réponse, on affine, on avance jusqu'au moment où on est prêt à prendre une décision. Ça, c'est un parcours extrêmement classique, mais on va voir que déjà, il y a un enjeu ici, c'est que sur toutes ces questions qui peuvent être posées, elles peuvent être posées sur énormément de points de contact digitaux différents. On voit ici des exemples. On peut avoir des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des annuaires, des chats, des emails. On peut avoir des chatbots, des assistants vocaux. On peut avoir des blogs. Enfin, aujourd'hui, il y a quasiment un nombre illimité de points de contact digitaux possibles pour un utilisateur. Et suivant l'âge, le profil et le type d'utilisateur, on va voir qu'ils ne vont pas utiliser le même parcours pour arriver au même résultat. Mais déjà, premier enjeu, comment être présent sur tous ces points de contact digitaux quand je suis une marque et que je dois m'assurer d'être présent sur tous ces points de contact. Ce n'est pas évident, premier enjeu. Deuxième enjeu, je vous ai un peu menti tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un parcours avec des questions et des réponses. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'un seul et unique parcours, en fait, il y en a des milliers. C'est infini, en fait. On ne sait pas a priori par où l'utilisateur va passer. On ne sait pas où il démarre, on ne sait pas par où, quel utilisateur, à quel point de contact il va utiliser, on ne sait pas à quel moment il va le faire. Il va peut-être même le faire en déconnecté, c'est-à-dire qu'il va peut-être démarrer lundi à une intention de recherche, s'arrêter pendant 2 jours parce qu'il y a du boulot, il reprend mercredi, voire un mois après. On peut avoir des choses très très compliquées, très décousues. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on va pouvoir s'assurer en tant que marque de pouvoir être présent partout. Alors, petite référence pour ceux qui aiment bien Le Seigneur des Anneaux. J'espère que vous êtes nombreux dans la salle, autrement vous n'allez pas comprendre la référence, mais je vais vous l'expliquer quand même. Je pense que vous connaissez la devise de l'anneau. Hein. C'est un anneau pour les gouverner tous. C'est ça la petite phrase. Bon, je m'en suis inspiré, parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'à travers tous ces parcours infinis dont on parlait tout à l'heure, en fait, on était capable d'extraire 3 modèles qui nous permettent d'éviter d'essayer de comprendre tous les parcours, mais au contraire d'essayer de modéliser tous ces parcours en 3 modèles différents. C'est pour ça que j'appelle ça 3 modèles pour les attirer tous. Alors le premier modèle, c'est le modèle du client loyal. C'est le client qui vous connaît, qui vous aime et qui revient naturellement sur votre site web. D'accord ? Alors ça c'est génial, hein, c'est super, bravo à vous, il faut continuer. Il y a des marques qui sont plus ou moins fortes dans la loyauté. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que là, on est dans une recherche extrêmement simple. Je vais directement sur le site de la marque, je pose peut-être 1 ou 2 questions complémentaires pour affiner ma recherche et me rassurer avant ma prise de décision, et je prends une décision. Alors ça, c'est le rêve, hein. Sauf que vous regardez, il y a des pourcentages en haut. C'est que, en fait, ça ne représente que 10%, grosso modo, tout, je dirais, domaine confondu, 10% des cas réels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de gens qui vont directement sur un site, posent 2 questions et prennent un achat. On rêverait de ça, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Par contre, c'est 85% des efforts actuels que vous faites sur vos contacts et sur votre parcours client, parce que c'est votre site web, et donc vous y mettez beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. Alors c'est bien, il faut continuer. Le problème, c'est qu'on voit qu'il y a un petit problème entre l'effort qui est mis et le nombre de cas qui sont couverts par ce modèle de parcours client. Et puis, la principale méthode pour générer du trafic généralement ici, c'est soit la loyauté pure et dure, soit c'est de l'achat de mots-clés en SIA, donc c'est de l'advertising. Donc il y a un coût. Et donc le problème, je ne vais pas rentrer dans un débat sur le SIA, mais vous savez très bien que dès que vous mettez le pied dedans, c'est un cercle un peu vicieux, parce que plus vous bidez sur vos mots-clés, plus ils augmentent, plus votre compétiteur... Enfin bon, c'est sans fin. Donc oui, ça marche, mais attention, ça vous emmène dans une spirale relativement chère.
Et là, ce qu'il vous faut, c'est un moteur de recherche sur votre site qui soit de très grande qualité, puisque la personne atterrit sur votre site, elle espère avoir une réponse en restant sur votre site, parce que si vous n'avez pas de bonne réponse, il s'en va de votre site et peut-être même à la compétition. Donc ça, c'est le premier modèle, le modèle du client loyal, 10% des cas, 85% des efforts. Deuxième modèle, on rajoute une étape où là, on démarre dans un environnement sans marque. Et là, je vais poser une question, ce qu'on appelle non brandé. Je cherche un sac noir en cuir vegan. Mais là, je vais le poser sur mon moteur de recherche préféré ou sur mon réseau social préféré. Donc, je ne suis pas dans l'environnement de la marque. Mais moi, en tant que marque, je veux y être parce que je veux pouvoir intercepter cet utilisateur. D'accord ? Donc là, on a un double rebond. Je fais une recherche initiale avec une intention avec ou sans marque sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, comme on l'a dit tout à l'heure. J'arrive sur le site web parce que directement, je tombe sur le bon site web et je jump sur le site web. Et là, je continue mon parcours d'achat. Là, on n'est plus dans du SIA, on est dans du SEO. C'est-à-dire que là, on va essayer d'influencer, en particulier Google et les moteurs de recherche, pour être sûr que quand je pose une question de type sac noir en cuir vegan, eh ben j'apparaisse dans la première page, et même pas dans la deuxième d'ailleurs, en l'occurrence, dans la première page de résultats. Donc là, il y a une bagarre de l'espace numérique pour être présent sur l'écran de l'utilisateur quand il va poser ce genre de questions. Ça, c'est ce que j'appelle l'interception simple. C'est-à-dire que la personne a été interceptée dès le début, elle est confrontée tout de suite à une marque qui lui plaît, elle enchaîne sur la marque, elle achète. D'accord ? Et enfin, on a le... Alors, regardez les pourcentages. 20% des cas, donc c'est déjà mieux, il y a un peu plus de cas qui sont concernés là-dessus. 10% d'efforts, et puis si on switch sur le troisième parcours, là on est sur l'interception complexe, où là on va avoir encore une étape supplémentaire, c'est-à-dire je démarre toujours sur une demande d'intention avec ou sans marque sur mes moteurs de recherche préférés, mais ça ne me suffit pas. Je suis dubitatif, je suis indécis, je cherche aujourd'hui une imprimante, j'ai d'encre, voilà, j'ai pas de loyauté à la marque, je ne sais pas exactement ce que je veux, ça fait 7 ans que je n'ai pas acheté d'imprimante, je ne suis pas au fait des dernières imprimantes, j'hésite, j'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me renseigne. Et donc là, il va y avoir énormément de recherches complémentaires. Et là, il va y avoir énormément de navigation. À la fois, pourquoi pas toujours sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je peux arrêter mon parcours de recherche, le reprendre le samedi quand j'ai un peu plus de temps pour le faire, et ainsi de suite. Et là, on peut avoir une espèce de boucle infinie sur la recherche complémentaire. N'empêche que toutes ces requêtes, toutes ces questions qui sont posées à un moment donné, sont autant d'opportunités pour vous, en tant que marque, de vous positionner. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément à ce moment de décision ou d'indécision, devrais-je dire. Donc c'est vraiment très important pour vous d'être présent sur toutes ces étapes. Après, on retombe évidemment sur le site de marque et vers l'acte d'achat. Donc là, la grosse différence par rapport au parcours 2, c'est qu'on va commencer à parler de cocon sémantique, c'est-à-dire qu'on va commencer à essayer d'analyser, tous les termes, concepts autour de vos produits et de vos services pour essayer de ramener les gens vers votre monde. Donc là, c'est un projet qui est beaucoup plus long, qui demande beaucoup plus de maturité et qui est une adaptation constante parce que les choses évoluent et changent en permanence. Et comme les gens de l'accord ont dit tout à l'heure, dans le SEO, on est sur un mode marathon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on démarre, on sait que ça va être du long terme. Par contre, ça paye énormément quand c'est bien fait. Donc voilà les 3 grands modèles qu'on va aborder aujourd'hui. Le loyal, l'interception simple et l'interception complexe. Et ce que ça nous dit, en fait, c'est « Ok, Jimmy, tu nous expliques les 3 modèles, super, on a compris, c'est chouette. Mais en fait, d'abord, il faut trouver les réponses aux questions que les utilisateurs peuvent se poser. Et donc, vous, en tant que marque, votre premier challenge, c'est ça. C'est que vous avez acheté des tonnes de trucs à 3 lettres, des CMS, des PIM, des DAM, des machins, enfin vous imaginez, vous en avez même créé, je suis sûr, vos propres acronymes, ça on aime bien aussi. Et puis chacun est super fier de sa base de données ou de son silo, sauf que le problème, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je ne les vois pas, ces données. Elles ne sont pas surfacées. C'est-à-dire qu'elles existent chez vous, mais elles sont soit très difficiles à aller chercher, soit inaccessibles, soit l'IT s'en fout, il y a un peu de tout. Et donc c'est très compliqué, donc on se retrouve avec cette espèce de truc là de spaghetti, alors que nous, en fait, en tant qu'utilisateurs, on est là, nous, les utilisateurs, et ben nous, on veut juste, quand je pose ma question, quel que soit le point de contact, je veux une réponse. Voilà, notre demande est assez simple, sauf que pour vous, c'est beaucoup plus compliqué quand on regarde un petit peu comment ça se passe derrière. Alors, la première chose qu'on vous propose, c'est d'abord d'avoir un schéma beaucoup plus simple, qui est de dire, OK, vous avez plein d'outils sur la gauche, on les connaît, hein, c'est les Salesforce, les Adobe, les que sais-je. On va venir directement prendre cette information dans les fameux systèmes à 3 lettres dont on a parlé tout à l'heure pour prendre exactement les informations publiques que vous désirez partager et on va venir les organiser dans un lieu central unique
qui va être le point de référence sur toutes les données que vous allez partager au grand public ou au monde extérieur. Et l'intérêt de cette organisation, c'est qu'après, on va décider quel type d'expérience vous allez proposer à l'utilisateur. Est-ce que c'est un moteur de recherche sur un site web? Est-ce que c'est une aide sur un assistant vocal? Est-ce que c'est un chatbot? Est-ce que c'est un portail client? Est-ce que c'est une app mobile? Est-ce que c'est des réseaux sociaux? C'est pas grave, parce qu'on a déjà l'information. Elle est là, elle est rangée, elle est structurée. Il n'y a plus maintenant qu'à la diffuser. Et c'est à vous de décider quel type d'expérience vous voulez mettre en place, suivant votre marque, suivant le positionnement que vous avez, suivant votre gouvernance. Alors, première chose à se dire, c'est, voilà, la marque doit être présente sur tous les points de contact. Et ça, c'est un point important parce qu'on a tendance à voir aujourd'hui, chez les clients, des efforts sur certains points de contact, mais pas sur tous les points de contact. Alors, c'est déjà bien de le faire sur certains points de contact, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Donc ça, c'est un point bien important. Dès la première recherche, ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut se mettre dans la tête, parce qu'on a tendance à dire « mon moteur de recherche sur mon site, il marche, je suis couvert ». Non, parce que la personne, avant qu'elle arrive sur votre site, elle va peut-être énormément voyager avant d'arriver sur votre site. Mais aussi sur toutes les recherches suivantes, parce qu'on l'a vu, il peut y avoir de 1 à n recherches sur 1 à n points de contact digital avant d'arriver à sécuriser en fait la prise de décision. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est que fondamentalement, on veut ramener les gens vers nous et on veut les sécuriser à rester dans notre monde et à prendre une décision, soit d'achat en ligne si on a de l'e-commerce, soit une prise de rendez-vous, soit un booking, soit se déplacer physiquement dans un magasin. Mais pour ça, il faut l'avoir convaincu tout au long de son parcours de recherche. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est la solution. D'abord, c'est effectivement avoir une vision d'ensemble du parcours. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a des équipes web, parce qu'on a des équipes social, parce qu'on a des équipes SEO, parce qu'on a des équipes bases de données. Alors oui, on est dans la même entreprise, mais on ne se parle pas toujours très très bien et on n'a pas surtout des fois une vision transverse du parcours client. Parce qu'on voit de notre point de vue en tant qu'entreprise, avec notre organisation interne, à l'inverse, il faut regarder d'un point de vue client. Je suis client, moi je m'adresse à la marque, ce qui se passe derrière, ce n'est pas mon problème, je veux juste avoir des réponses. Et donc, il faut se remettre un petit peu à la place de l'utilisateur. Déplacer ces silos internes, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce qu'on a constaté, nous, au fur et à mesure où on a fait ces projets. C'est qu'on souvent, on parlait avec une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes qui se connaissent, mais qui ne se parlent pas tant que ça et qui ne se synchronisent pas tant que ça. Bah, nous, on va effectivement aider à synchroniser ces différents silos entre eux. Et puis, ce qu'on a constaté, mais alors là, quasiment à 100%, c'est que le travail est fait, refait, re-refait. C'est-à-dire qu'on va trouver des fois 3 fois la même base de données pour le même objectif, mais pour des raisons historiques, pour des raisons de changement de produit, pour des raisons de changement de chef de projet, on retrouve l'information un peu partout, en désordre, mal organisée, dupliquée, et ça, c'est un vrai problème. Donc là, nous, on va vraiment aussi vous aider et vous accompagner sur cette partie de nettoyage de l'information, identification de l'information publique que vous voulez diffuser, et puis on va avoir un parcours client transverse qui passe à travers tout peut-être vos silos internes, mais d'un point de vue utilisateur, c'est complètement transparent. Ça, c'est un point important. Alors, première chose à faire, eh ben, c'est de s'assurer déjà, si vous avez des magasins physiques, que ces magasins sont correctement référencés sur Google. Alors, ce que je dis est un peu une évidence, une lapalissade, sauf qu'aujourd'hui, encore 60 à 70% des grands comptes, je parle bien des grands comptes, n'ont pas cette information correcte sur Google. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Ça devrait être un basique. Comme votre site web, vous devriez avoir vos points de vente correctement référencés. Et si vos points de vente sont correctement référencés et contiennent, au-delà de l'information, de l'adresse, du numéro de téléphone et des horaires d'ouverture, mais aussi des détails sur vos produits, vos services, des réponses, plus 52% de clics qui vous amènent vers votre site web. Vous vous rappelez le schéma 2, interception simple. Je cherche un point de vente, je trouve mon point de vente, et pourquoi pas, ici, j'ai mon bouton website qui m'emmène directement sur mon site web. On est dans le cadre de l'interception simple, mais encore faut-il être présent ici correctement. Et ça, mine de rien, bah, il faut s'en occuper et s'assurer que la totalité de vos points de vente physiques soit correctement représentée dans le monde digital. Alors pour ce faire, je crois que je vous l'ai dit à peu près déjà 400 fois, mais je vais le dire 401 fois, il faut être sur tous les points de contact digitaux. Et pour ça, il vous faut un outil qui va industrialiser ça pour vous. Parce que souvent, les entreprises se disent bon, bah, Google, c'est 94% du marché de la recherche, je vais m'occuper de Google. C'est pas faux, hein, mais ça ne suffit pas. Et puis surtout, ce qui ne suffit pas, c'est que Google, lui, va aller voir tous les autres points de contact digitaux pour vérifier votre qualité. Et donc, vous allez peut-être super sur Google, mais nul sur tout le reste. Et Google, il va vous dégrader.
parce qu'il considère que vous avez fait des efforts que vis-à-vis de lui et pas vis-à-vis du réseau global. Et c'est un des critères pour vous juger par rapport à vos petits copains et à la compétition. Donc soyez, sûr qu'il faut être présent sur tous les points de contact, à la fois pour Google et être bien ranké par rapport à Google, mais aussi, en tant que moi utilisateur, si j'ai envie d'utiliser Waze, parce que j'aime bien Waze, il faut que vous soyez sur Waze. Okay. Alors l'avantage, c'est que ce n'est pas à vous d'aller sur Waze et puis de rentrer les datas sur Waze. On va le faire pour vous. C'est ça l'intérêt de la mécanique. D'accord ? Deuxième chose importante qu'on a tendance à sous-estimer, c'est les avis. La gestion des avis. Alors on est tous d'accord pour dire que c'est super important. Ça c'est génial. À chaque fois que je vois un client, ouais, méga important, super. Vous en faites ? Non. Je ne comprends pas. Il y a un décalage entre le fait que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, on est les premiers à lire les avis. C'est un réflexe inconscient même, quelquefois. Mais des fois, quand je parle à la marque, elle me dit « Oui, on est convaincu. Vous faites quelque chose ?» Non. Pour moi, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a deux choses à faire au niveau des avis. Il faut écouter. Ça veut dire récupérer les avis pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans tel et tel point de vente, dans telle et telle région, dans tel et tel pays. Donc c'est collecter les retours des clients, suivre l'évolution. Est-ce que cette note s'améliore à travers le temps? Se comparer à la compétition? Oui, parce que c'est pareil, j'ai des clients qui me disent « Oh putain, on a 4-2. Oh, on a un score de 4-2. Super fier. » Ouais, mais toute la compétition est à 4-6. C'est emmerdant. D'abord parce que Google va mettre les autres d'abord, en premier. Et deuxièmement, vous êtes à 0,4 d'écart par rapport à la concurrence. Donc ce n'est pas juste vous écouter vos avis, mais c'est vous comparer par rapport à la compétition. Et puis, c'est un formidable laboratoire d'informations pour vous. Parce que vous allez pouvoir récupérer énormément d'informations de tendance. Voire même peut-être, tiens, la région PACA marche super bien, on est à 4,4. Par contre, quand je commence à regarder un petit peu en détail, le magasin là, qui est à cet endroit-là, il est à 3,2. Pourquoi ? Et donc là, on peut vraiment rentrer dans le détail et avoir des vraies actions, soit très très granulaires, soit pourquoi pas régionales ou nationales. Donc, écouter les avis. Encore mieux, y répondre. Alors là, je comprends qu'il y a un problème sur la réponse. C'est que la réponse, ça sous-entend des gens, du people. Et ça, on n'a pas toujours forcément des gens pour pouvoir faire cette réponse. Et ça, je l'entends et je le comprends. Mais il y a des avantages incroyables à répondre aux avis. D'abord, c'est transformer les détracteurs en sponsors. Vous avez tous vécu, je pense, ce cas-là. Vous n'étiez vraiment pas content avec une marque. Vous l'avez fait savoir. La marque a répondu dans les 10 minutes, a expliqué pourquoi il y a eu l'erreur, avec ce qu'on excuse et vous propose quelque chose. Votre sentiment vis-à-vis de cette marque vient de changer. Vous dites, OK, ils m'ont fait de la merde au début, mais franchement, moi, je suis très impressionné. Le support client a répondu super vite. J'ai une réponse tout à fait valable. Je change ma note. Ah oui, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. C'est qu'on a le droit de changer sa note une fois qu'on l'a posée. Et là où j'avais mis peut-être un 2,5 parce que je n'étais pas content, je peux mettre un 4,2. Mais pour ça, il faut répondre et donner l'impression que la marque s'occupe de moi et vraiment soit à mon écoute. Et ça, c'est un point important. On peut même créer des ambassadeurs de la marque, des gens qui sont super fans de la marque, mais ça, à ce moment-là, il faut le faire savoir. Écouter effectivement les besoins des clients et puis à nouveau, faire la différence par rapport à la compétition. Entre des gens qui répondent aux avis et des gens qui ne répondent pas aux avis, il y a à peu près un écart, grosso modo, déjà dans les notes d'à peu près 0,25 à 0,40, donc c'est déjà beaucoup. Et deuxièmement, en termes de satisfaction client, quand on regarde les scores NPS ou ce genre de choses, c'est quasiment 6 à 7 points de différence entre des gens qui répondent aux avis et des gens qui ne répondent pas aux avis. Donc c'est très important aussi sur la qualité et le service client. On continue. Maintenant qu'on a bien référencé nos points de vente, qu'on écoute les avis vis-à-vis de nos points de vente et nos produits, maintenant il est temps d'avoir des pages web, pour le coup, qui décrivent très précisément mes points de vente. Donc là on rentre dans le monde du store locator et des pages locales, des pages magasins, mais aussi, parce qu'on a tendance à s'arrêter à ça, les produits et les services, et de plus en plus, des pages support et FAQ de grande qualité. Parce que les clients, en avant-vente ou en après-vente, de plus en plus, viennent poser des questions sur votre site par rapport à un produit qu'ils n'ont peut-être même pas encore acheté. Mais je prends un exemple. J'ai un exemple vécu. J'ai un onduleur à la maison. La batterie vient de tomber en rade après 6 ans de bons et loyaux services. Totalement normal. Je veux remplacer cette batterie. Galère. Je vais sur le site de la marque. Je demande, je mets la référence de mon produit et je demande à comment remplacer cette batterie. Où je peux acheter une batterie. Impossible de trouver l'information. Je rebondis. Je vais sur Google, je pose l'information, la question, je trouve la réponse. Mais je la trouve chez un onduleur concurrent. Qu'est-ce que je fais? Je change, j'achète plus la même marque, je change d'onduleur.
c'est moins cher, ça va bien vite, et ça m'a répondu à ma question. Attention à ce genre de choses, tout ce qui est support et FAQ, c'est vraiment très très important. Pareil, aujourd'hui on a tendance à mettre une vieille page FAQ avec 12 questions qui traînent, qui datent de 1992. C'est pas ça support et FAQ, hein. C'est quelque chose qui est vivant, qui doit réagir par rapport à ce que vous rajoutez comme produits et services, que vous devez enlever des FAQ qui sont obsolètes, être sûr que l'information que vous partagez est bonne. C'est pas si évident que ça à faire. Ça, c'est les pages simples. Après, on a les pages un peu plus compliquées, ce sont les pages d'intention. Ce sont les fameuses pages qui servent à intercepter l'utilisateur dans le parcours complexe. Vous vous rappelez du parcours complexe dont on a parlé tout à l'heure? Quand je dis je veux un sac noir en cuir vegan, c'est une requête, ce qu'on appelle non brandée, il n'y a pas de marque dedans, qui contient plein d'informations. Je cherche un sac avec des attributs noirs et en cuir vegan. Je vends des sacs noirs en cuir vegan. Je veux être dans la bataille. Comment je fais? Et là, je vais créer en fait des pages qui ont pour but d'intercepter dès la première intention de recherche, même quand il n'y a pas ma marque dedans. Et donc, je vais créer une page sur la collection de sacs noirs en cuir vegan, ou des pages sur ma démarche cuir vegan, ou des pages sur ma collection de sacs en cuir, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le cocon sémantique, c'est-à-dire qu'on va créer un cocon autour de la marque, on va agrandir le halo de présence SEO de la marque en développant plein de pages comme ça qui vont être indexées par Google. Et donc du coup, Google, si la qualité est au rendez-vous, va indexer cette page, va la ranker très bien, et donc vous avez une possibilité d'interception. Et là, on peut faire quoi? Sur des domaines ou des sujets. Dans le domaine accord, par exemple, dont vous avez, je ne sais pas si vous étiez à la plénière, mais nous, on a fait ce qu'on appelle des pages points d'intérêt avec eux, c'est-à-dire la Tour Eiffel. Quels sont les hôtels autour de la Tour Eiffel? Et on a fait autant de pages que d'hôtels, de marques d'hôtels pour eux. Ce qui fait que demain, si vous faites le test, d'ailleurs, je vous invite à faire le test, vous faites ça, hôtel près de la Tour Eiffel, vous allez voir, ce sont des pages accords qui sortent. Alors que je n'ai jamais écrit accord, je n'ai jamais écrit all.com, et pourtant, vous allez être intercepté par des pages accords. Parce qu'on a mis en place ça à échelle. Hein. Anne-Laure le citait tout à l'heure, on a développé plus de 100 000 pages. Donc on multiplie par les marques et ainsi de suite, hein, mais 100 000 pages pour le faire. Un autre exemple, c'est des catégories et des gammes de produits, et pourquoi pas les points d'intérêt, comme je viens de le citer. Enfin, on arrive enfin sur le site web de la marque, et là, il faut avoir un moteur de recherche qui soit à la hauteur de Google, parce qu'on a tous pris l'habitude de travailler avec Google. Et Google nous répond vite et bien. Vos moteurs ne répondent pas vite et ne répondent pas bien aujourd'hui. Faites le test, hein, je froisse personne, hein, mais souvent ils le font bien sur vos produits parce que vous avez fait un effort sur la partie e-commerce. Mais dès que vous posez une question du style, justement, comment remplacer ma batterie, est-ce que vous avez un stage de 4 mois, expliquez-moi l'histoire de l'entreprise, et ainsi de suite, rideau, il n'y a plus rien. Mais pourtant, moi, je m'adresse à la marque. Je ne suis pas toujours là pour acheter. Je suis là parce que j'aime la marque, je veux en savoir un peu plus, qui est le créateur, qui est le fondateur, quel est le nouveau PDG, pourquoi pas acheter des actions. Oui, mais tout ça, c'est le même moteur de recherche. Et ça devrait répondre de la même façon. Si vous ne le faites pas, aujourd'hui, 34% des recherches qui sont posées sur votre site amènent réponse 0, rien que dalle. 68% des clients qui ne trouvent pas l'information sur votre site ne reviennent pas. On est des clients insupportables. Tous. Je suis désolé de vous le dire, mais on a tendance à être très dur quand on fait ça. On ne s'en rend même pas compte d'ailleurs, c'est totalement inconscient. Mais il faut faire très attention. Et donc, voilà, la solution qui est proposée, c'est d'avoir un moteur à la Google, ce que j'appelais à la Google, c'est-à-dire en fait pouvoir faire des requêtes en langage naturel. Le sac noir en cuir vegan à moins de 100 €, c'est une requête en langage naturel. Il faut que la recherche soit universelle, c'est ce que je viens de vous dire, capable de couvrir tous les sujets possibles et imaginables qu'un client est capable de poser. Avoir des réponses directes et non pas 662 réponses avec des liens bleus qui m'obligent à cliquer pour avoir la réponse. Ça c'est fini, hein, ça c'était il y a 15 ans. Des réponses enrichies et contextuelles, c'est-à-dire que si la personne, pour une raison ou pour une autre, a réussi à me détecter, segmenter, ou alors si je suis en login sur le site web, là on sait exactement qui je suis, pourquoi pas avoir des résultats complètement optimisés par rapport à ma recherche, et puis pouvoir mettre très facilement cette technologie en place dans votre environnement IT. Quelques exemples sur Accor, on continue dans la vague Accor, 3 chiffres que je voulais partager avec vous. On les a aidés donc à référencer tous leurs hôtels, de toutes les marques dont ils ont parlé tout à l'heure. On a eu plus 66-67% d'impressions Google. Comme quoi, quand on est bien référencé et qu'on a bien enrichi la fiche d'un point de vente, la visibilité de ce point de vente augmente de façon drastique et dans le bon sens. Deuxième point, on leur a développé ces pages points d'intérêt dont je parlais tout à l'heure. Et là, on a généré plus 109% d'impressions Google. Je n'ai pas le droit de vous dire le chiffre, mais c'est des millions. Et pourquoi c'est important pour une boîte comme Accor?
c'est que eux, ils ont Booking.com, ils ont Hotel.com, et tous ces OTA viennent leur prendre de l'argent et de la marge. Donc eux, ils ont tout intérêt à intercepter l'utilisateur pour les amener vers chez eux, et pas vers Booking.com et Hotel.com. Là, on leur a fait gagner des millions sur cette partie-là. Et puis, le click-through rate, donc l'activation de ces pages, après Yext, il y a eu un bond de 103% aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est très très important. Quand on fait les choses bien et correctement, on a des résultats très impressionnants. Ok, alors vous allez me dire, Jimmy, ok, j'accepte ton truc, machin, sympa, tout ça. A priori, il y a une solution pour le faire, c'est pas mal. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je voudrais faire tout ce que tu viens de me dire, mais c'est très compliqué pour moi de créer tous ces contenus sur ces points d'intérêt, sur ces descriptions produits, sur ces biographies, sur ces FAQ. Parce que oui, j'en veux, mais j'ai personne, j'ai pas le temps, j'ai personne pour le faire. Bonne nouvelle. L'intelligence artificielle est là et va nous aider. Quelques exemples. C'est l'exemple que citait tout à l'heure Arnaud Bourges et Anne-Laure Blondeau, c'est GPT-3, c'est un des exemples. Hein. Ici, on va pouvoir générer des articles complets. Là, ce que vous voyez à l'écran, là, en vert, ça a été écrit par personne. Ça a été écrit par GPT-3, c'est-à-dire un IA, un ordinateur. On lui a juste dit, écris-moi un article de 500 mots à propos de l'assurance en Sol-Floride sur le hurricane. On lui a donné quelques informations supplémentaires. Voilà le résultat. Bah, croyez-moi, oui, une question. Je sais qu'aujourd'hui, on est capable de détecter un texte qui a été généré par l'IA ou pas. Tout à fait. Alors, ça, c'est un point intéressant. Effectivement, Google chasse ce genre de choses, sauf que c'est un peu le chat et la souris. Aujourd'hui, on a soumis, et c'est pas nous, hein, on a fait des tests avec GPT-3, Google ne le voit pas à 94%. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau d'écriture qui fait que c'est très très difficile, même pour un contre-algo, qui est celui de Google, pour essayer de découvrir s'il y a eu de l'IA. Alors ça marchait très bien au début, parce que c'était un peu mécanique et répétitif. Maintenant, cette requête-là, par exemple, je vous invite à aller sur OpenAI et ouvrir un compte gratuit. Vous posez la même requête, vous le faites 3 fois de suite, vous n'aurez pas du tout le même article 3 fois de suite. Et c'est ça qui fait que Google, maintenant, est un peu perdu et n'arrive pas à détecter ces choses-là. Maintenant, il ne faut pas en abuser. Attention, l'IA, c'est une aide, c'est un complément. Ne misez pas tout sur l'IA. Okay, ça, c'est un point effectivement très important. Un autre exemple, là, on a sur des réponses aux avis générés. Alors ça, par exemple, c'est très sensible chez Google. Google déteste les réponses formatées. Alors j'insiste sur le terme que je viens d'utiliser. C'est-à-dire que si vous donnez à des avis toujours la même réponse, vous changez juste le nom de la personne et puis le lieu et le nom du magasin, Google va détecter que vous avez créé en fait des modèles de réponses. Il déteste ça. Ne faites jamais ça. Okay. Par contre, former GPT-3 et vraiment le régler finement pour pouvoir répondre dynamiquement à des réponses, pas toutes, à nouveau. Vous donnez à l'IA peut-être 30 à 40% de votre volume, le reste, ça reste des humains, mais n'empêche que c'est quand même la moitié de personnes en moins pour pouvoir répondre aux avis. Okay. Par contre, on peut avoir aussi un autre truc, c'est que ça peut être l'IA qui génère une proposition, mais l'humain reste aux commandes. C'est-à-dire qu'on peut laisser l'humain valider la proposition de réponse, sauf que plutôt que d'avoir pris 3 minutes ou 4 minutes pour l'écrire, ça lui a pris 12 secondes pour valider le bien fondé de la réponse. Un autre exemple ici sur une bio. Bon, là, c'est très court, hein. On a donné juste des informations, vous voyez, très mécaniques. Et là, on a fait une bio très rapide. Bon, là, ce n'est pas forcément l'exemple le plus impressionnant, mais c'est aussi un autre exemple de GPT-3. Et enfin, j'ai pris un exemple qui est un peu plus proche de nous. Ici, on peut très bien aujourd'hui demander à l'algo d'aller crawler une page web. Ici, imaginez la page du Hub Forum, avec les informations de détail de où se trouve le Hub Forum et ainsi de suite. Et tu lui dis, bah, écris-moi 3-4 FAQ pour pouvoir répondre aux questions les plus évidentes par rapport à ces données. Et là, je viens de créer 3 FAQ en temps réel. Quand est la conférence? Où est la conférence? Comment s'y rendre? Juste en analysant le texte du site et en créant des paires questions-réponses, très simplement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est l'ordinateur qui l'a fait pour moi. Imaginez ça à échelle, c'est quand même très très puissant. Parce qu'en fait, l'information sur la gauche, vous l'avez déjà. Elle est déjà dans vos bases de données, elle est déjà sur vos sites web. C'est juste qu'il va falloir l'extraire pour la mettre sous forme de FAQ. Aucune intervention humaine, c'est quand même plutôt sympathique. Oups. Ouais, au total, ouais. Non. Les 500 000 pages dont on parlait tout à l'heure, c'était les points d'intérêt. Elles ont été rédigées, celles-là. Parce qu'en fait, on a des modèles, par exemple la Tour Eiffel, je reprends l'exemple de la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel, ça concerne peut-être 7 ou 8 hôtels ou marques à côté de la Tour Eiffel. Donc en fait, il faut diviser ça par à peu près 7 à 8 pour avoir l'idée exacte du nombre de choses qu'on a créées, d'accord ?
Par contre, on est arrivé à un point où justement, pour reprendre la question de monsieur, même l'humain se répétait dans la façon d'écrire le point d'intérêt ou le lieu. Et donc là, on vient avoir une béquille IA qui vient m'aider à enrichir mon texte et à venir rajouter des éléments qui manquaient peut-être par rapport à ce descriptif avec l'IA. Donc à nouveau, ne misez pas tout sur l'IA. Par contre, considérez l'IA comme une aide vraiment maintenant. Exactement. Ça doit faire maintenant partie de votre stratégie de contenu. C'est ça qui est important à retenir. 2 derniers slides, on en aura terminé. En résumé, donc, dans un monde parfait, il vous vaudrait une plateforme avec une structure de données que vous allez pouvoir faire évoluer très rapidement dans le temps et de l'IA, c'est ce que je viens de vous dire, pour pouvoir diffuser sur tous les points de contact possibles et imaginables, créer autant de pages locales et de store locators que possible, faire attention à vos avis clients à la fois en réponse et en écoute et en réponse, créer des pages d'intention pour intercepter l'utilisateur le plus tôt possible dans son parcours, ne pas l'oublier en après-vente avec les pages FAQ, créer aussi les expériences de recherche sur votre site web à la Google et non pas vérifier. Franchement, faites-moi plaisir. Quand vous rentrez là, allez sur votre site web de marque, faites des tests, faites 4-5 questions un peu évoluées et vous allez être surpris, hors produit, hein, vous allez être surpris des réponses. Et enfin, pourquoi pas imaginer aussi cette même technologie pour une base de connaissances interne. Effectivement, on a toujours besoin de faire des recherches en interne sur l'histoire de l'entreprise, sur comment passer une commande. Enfin, il y a plein de questions qu'on peut passer en interne. Toute la techno dont je viens vous parler peut être aussi utilisée en interne. Donc ça, c'est un point aussi intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Après, maintenant, il faut s'assurer que tout ce que je viens de vous dire, ça soit publié, toutes vos informations publiques sur tous les points de contact. Donc on l'a vu sur tous les outils tiers, c'est-à-dire que les outils que vous ne gérez pas directement, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les annuaires, les systèmes de cartographie, les applications métiers, sur vos propres propriétés digitales, donc là c'est sur vos propres expériences directement bien sûr, avec une barre de recherche universelle qui ne préjuge pas du type de question qui va être posée. Sur votre site web, assurez-vous d'avoir toutes les bonnes pages d'un point de vue SEO qui vont vous permettre d'intercepter éventuellement une requête qui va avoir lieu. Et puis, on vient de se le dire encore, sur vos systèmes internes. Donc, non seulement, on a vu le slide d'avant, c'était toutes les expériences possibles et imaginables qu'on pouvait créer avec la bonne base de données, la bonne information. Et là, on voit tous les points de contact possibles et imaginables qui sont susceptibles de contenir ces expériences et sur lesquels vous devriez être. Alors, peut-être pas la dernière partie, qui est un peu particulière, mais les autres, vous devriez être absolument sur tous ces points de contact. Alors, la bonne nouvelle, c'est la minute publicité, c'est que Yext fait tout ça. On a effectivement au centre cet outil qui est le Knowledge Graph, qui va être cet outil qui va nous permettre d'organiser l'information et de pouvoir vraiment l'optimiser dans une optique de fourniture de réponses. On va pouvoir s'occuper de la présence de vos points de vente physiques, c'est la partie listings. On va pouvoir s'occuper des avis, c'est la partie reviews. On va à la partie page qui va vous permettre de faire les store locators, les pages locales, les pages produits, mais aussi les pages d'intention dont on parlait tout à l'heure. Le module de search quand on arrive sur votre site web pour faire du search à la Google sur votre site web. Et puis bien sûr, tout ça génère énormément de data, ce qui est pour ça qu'on a une partie analytics. Et puis qu'on sait que la partie la plus dure, ça va être de connecter votre IT existant vers le Knowledge Graph. C'est pour ça qu'on a développé aujourd'hui plus de 60 connecteurs avec des outils préexistants dans votre stack IT. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je pense qu'on est à 32 minutes. Je dois avoir dépassé de 2 minutes, comme d'habitude. Je ne sais pas tenir les 30, mais on va faire avec. On m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 35, alors on va pousser un peu. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui. Oui. Non. Alors, la question, parce que pour l'enregistrement, c'est est-ce qu'on l'écoute client? Est-ce qu'on s'arrête vraiment juste... Alors, nous, on ne fait pas les forums. Nous, ce qu'on fait, enfin les forums, ça dépend, il faut s'entendre. On s'occupe des avis, c'est-à-dire uniquement les avis qui sont déposés sur Google ou les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ça, oui, on s'en occupe. Pourquoi? Parce que quand on connecte avec un Google ou un Facebook ou avec un Waze, aujourd'hui, c'est une connexion technique qui nous permet de récupérer aussi tout ce qui se passe. Au nom de la marque, on est capable de récupérer tout ce qui se passe. Donc c'est comme ça qu'on récupère les avis. Par contre, tout ce qui se passe en physique, en magasin ou autre, si vous ne nous renvoyez pas ce flux, par un moyen technique ou par un autre, ça peut être aussi du clienteling qui récupère l'information, qui remonte dans la base et qui remonte vers Yext, pourquoi pas? Par défaut, nous, on ne le fait pas. Mais si vous nous donnez un accès, oui, bien sûr, on peut récupérer ça, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. Alors, Algolia, pour ceux qui... Alors, la question.
On en entend parler beaucoup d'Algolia. Quel est notre avantage concurrentiel par rapport à Algolia? Algolia est une technologie de moteur de recherche qui est née il y a à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est la période à laquelle on est né. Parce qu'en fait, Yext est venu sur le moteur de recherche il n'y a que 2 ans et demi en fait. Et mine de rien, dans l'informatique, vous savez qu'il y a un truc très très dégueulasse en informatique, c'est que c'est le dernier qui arrive qui a les meilleurs technos et il n'a pas de legacy. C'est-à-dire qu'il n'a pas à se préoccuper d'une dette technologique. Et le problème, c'est que tous les anciens moteurs, Algolia ou les autres d'ailleurs, sont nés sur le mot-clé. Parce qu'à l'époque, c'était le paradigme de base qui est encore en action aujourd'hui. On utilise beaucoup les mots-clés, nous, parce qu'on s'est adapté à ce que les moteurs de recherche savaient faire à l'époque. Algolia s'est spécialisé e-commerce, mots-clés. Donc ils sont extrêmement bons sur l'e-commerce et mots-clés. On n'ira pas les embêter sur ce domaine-là. Par contre, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le côté recherche universelle, au-delà du produit, ou en tout cas produit et au-delà du produit, c'est-à-dire tout ce qu'on peut savoir, les FAQ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais tout ce qui peut être événement, tout ce qui peut être offre, tout ce qui peut être jobs, tout ce qui peut être l'histoire de l'entreprise, enfin tout ce qui concerne l'entreprise, nous on va aller là-dessus. Pourquoi? Parce que notre technologie en langage naturel, et c'est ça où nous on a démarré, on a eu la chance que des algos comme BERT et autres étaient disponibles au moment où on a fait nos choix technologiques, donc nous on n'a pas du tout de démarche mots-clés. On a une démarche sur comment comprendre au mieux la question qui est posée. Si c'est un mot-clé, c'est un mot-clé, mais si c'est une vraie phrase, on va comprendre quel est le sujet dans cette phrase, quels sont les attributs et quelle est l'intention cachée derrière les mots. Parce que si aujourd'hui je vous disais « pain au chocolat, c'est la réponse » et que je demandais à toutes les personnes ici d'écrire une question qui pointe vers pain au chocolat, on aurait 45 questions différentes. Et pourtant, ça pointe vers la même réponse. Donc là où on va avoir nous cette force, c'est le côté langage naturel, interprétation, sémantique, parce qu'on est né, on a eu la chance, c'est une chance, de ne pas avoir cette dette technologique mot-clé. Oui. 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 Alors, la question, c'est cocon sémantique. Effectivement, là, tout ce que j'ai démontré, c'est le cocon sémantique sur le site web. Et la question est de savoir si on le fait sur d'autres environnements, réseaux sociaux et autres. Au jour d'aujourd'hui, non. Au jour d'aujourd'hui, le SEO est essentiellement... Alors, on pourrait, mais c'est essentiellement à base de HTML et puis d'un certain nombre de critères, schema.org aussi, pour la partie XML et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des standards web dans cette démarche-là. Maintenant, si demain, ces plateformes nous permettaient de pouvoir publier ce genre de page, pourquoi pas? Parce que technologiquement, la mécanique et la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure est totalement capable de le faire. Aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les points de contact changent dans le monde. Il y a je sais pas, un réseau social qui meurt, il y en a 12 qui arrivent. Donc pour vous, c'est difficile de suivre. Nous, l'avantage, c'est qu'on signe des accords avec tous ces publishers-là. Donc dès qu'il y en a un nouveau, on va le signer pour pouvoir vous l'offrir. Donc voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, pour revenir précisément sur le cocon sémantique, on ne le fait qu'au niveau du site web. Dernière question et après on clôturera. Oui, madame. Oui. Alors ça, par contre, là, il faut vraiment faire un travail. C'est un travail entre Yext et vous, ou Yext et une agence. Parce que là, il faut faire très attention à ce qu'on va définir. Parce que là, par contre, on rentre dans la zone où Google peut s'énerver. Donc, il faut faire très attention sur la façon dont on va gérer ça. Donc, techniquement, nous, on va être capable de créer toutes les pages que vous voulez. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, à nouveau. Le but, ce n'est pas de faire 100 000 pages pour faire 100 000 pages. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les pages et le cocon sémantique qui vous intéresse. Pas plus, pas moins. Il faut être vraiment très très bon là-dessus. Devenir le meilleur sur ce monde-là, grâce à nos pages. Ça, oui, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais travaille a priori sur la sémantique, sur votre écosystème, sur vos produits, vos services. Oui. Je peux prendre d'autres questions, mais ça sera hors de la salle. Je vous remercie beaucoup et puis j'espère que ça vous a plu. Au revoir, merci.